Mère ou l'espèce nouvelle, chapitre 23, la vraie terre. Le monde physique tel qu'il est, ici, nous entrons dans une partie bien mystérieuse de la forêt de mer. Pour nous, tout est un mystère. Nous essayons de reconstruire un monde cohérent à travers les barreaux de notre cage. Nous envoyons des perches et des antennes et des microscopes pour saisir cet énorme tout, et nous ne saisissons rien du monde vraiment, nous saisissons seulement ce qui est entré dans notre cage. Ce n'est pas le monde, c'est le monde de notre cage. Et quand on meurt, on s'en va de l'autre côté de la cage, nulle part, le néant, le paradis. On peut en dire tout ce qu'on veut, puisque personne n'en est revenu, du moins dans un même corps. Quand on dort, on va aussi de l'autre côté de la cage. Des rêves, du méli-mélo obscur ou brillant, des points d'interrogation et de troublantes rencontres, et tout cela est remis dans le langage de la cage, au retour. C'est une traduction de vie champêtre, ou non, par un prisonnier à perpétuité qui n'a jamais vu de ses yeux les vrais champs. On peut en dire tout ce qu'on veut, ce ne sont jamais ces yeux-là qui ont vu. Ces yeux-là iront pourrir pour voir autrement, peut-être. Quand on médite, on sort de la cage, paraît-il. Des dieux, des diables, des cosmos fulgurants ou fumeux, des révélations troublantes et des points d'interrogation qui se dissolvent dans un air où il n'y a plus de problème. On peut en dire tout ce qu'on veut. Mais quand on revient, tous les problèmes sont là, pareils. Et personne n'est d'accord. Chacun a vu autre chose, chacun a fabriqué son évangile. Mais qu'est-ce qui est sorti de la cage, finalement? Un bout de mental plus libre, qui retraduit au passage des barreaux celui qu'il a cru voir sans barreaux. C'est le mental qui se raconte sa propre histoire du monde en plus vaste, avec quelques additions pour faire joli. Et pourtant, tout ce rien-là, brillant ou fumeux, étrange et capricieux, c'est ce qui fait le meilleur de notre cage, sa partie la plus habitable, pour ceux qui ne sont pas uniquement doués de mécanique. Et le monde, le grand monde, il court, personne ne l'attrapera jamais, personne ne l'a vu de ses yeux bleus ou bruns, comme la petite feuille qui tremble là, si gentiment devant nous. Les vivants et les morts. On pourrait dire que mère, c'est quelqu'un qui en est revenu. Mais ce n'est même pas cela. Elle n'est pas allée de l'autre côté de la cage pour venir nous raconter son histoire en langage mental. Elle a fait passer l'autre côté ici. Non pas pour l'enfermer dans la cage, comme si l'on pouvait enfermer ça dans un trou de marmotte, mais en ce lieu du corps qui est comme des deux côtés à la fois. Ce que les autres ont cherché tout là-haut et dans les rêves, elle l'a trouvé tout en bas, dans les cellules de son corps et concrètement. Et comme ce n'est pas un bout de mental qui a fait la promenade, nous allions dire
l'excursion, mais c'est une incursion plutôt. Il est difficile de coucher cela en langage cartésien. Il n'y a que la cage à être cartésienne, à vrai dire. Le reste est beaucoup moins engoncé. Ce sont les yeux des cellules qui voient, des yeux tout jeunes, qui n'ont pas encore beaucoup de tête, heureusement, mais que les descendants de la nouvelle espèce feront clignoter peut-être plus habilement. Nous oublions toujours que le corps supramental, celui qui vivra et maniera tout cela très naturellement, n'est pas encore fabriqué dans l'évolution. Pour l'instant, c'est un vieux corps de transition qui est comme des deux côtés à la fois et qui commence à posséder les organes de la prochaine manière sans avoir les moyens de locomotion et d'expression de la prochaine manière. Ce corps-là se fabriquera, c'est entendu. Comment, nous n'en savons rien, ou peut-être Mère nous en donnera-t-elle quelque aperçu. Mais en attendant, c'est le papillon dans la chenille. C'est exactement ce que nous disions à Mère un jour à la suite d'une de ces expériences radicales. Si la chenille était brusquement dotée d'yeux de papillon, ce serait un peu affolant. Mère ne s'affolait de rien. Elle expérimentait, notait et passait un peu plus loin. Mère ne s'est jamais arrêtée en route à aucune expérience, même la plus sublime. Du moment que c'était vu, c'était fini. Connaître une chose, c'est la faire mourir. Il faut aller plus loin. Et elle allait. Alors nous sommes réduits à l'expérience sans logique. Tel jour, j'ai vu cela et dans telle circonstance à 35 degrés centigrades. Mais à Pondichéry, il fait toujours chaud. Les autres y mettront la logique qu'ils veulent. Nous n'avons que nos yeux de béotiens du Nouveau Monde, ou plutôt les petits yeux malicieux du corps de Mère. C'est curieux, même les cellules de Mère avaient de l'humour. Mais comme c'était nous, le béotien, elle essayait de nous expliquer du mieux qu'elle pouvait. Au fond, essaie de t'imaginer que tu es le divin pendant un moment. Tout est en toi. Simplement, tu t'amuses à le faire sortir dans un certain ordre. Mais pour toi, dans ta conscience, tout est là en même temps. Il n'y a ni temps, ni passé, ni futur, ni présent. Tout est ensemble. Et toutes les combinaisons possibles. Il s'amuse à sortir une chose, et puis l'autre, comme ça. C'est-à-dire en réalité, à les faire passer l'une après l'autre à travers les barreaux de notre cage. Alors, les pauvres bougres qui sont en bas et qui ne voient qu'un petit morceau, ils en voient grand comme ça. Ils disent « Oh, ça, c'est une erreur ». Comment est-ce une erreur ? Simplement parce qu'ils ne voient qu'un petit morceau ? C'est clair, n'est-ce pas ? C'est facile à comprendre. Cette notion d'erreur est une notion qui appartient au temps et à l'espace. C'est comme cette impression qu'une chose ne peut pas être et ne pas être en même temps. Et pourtant, c'est vrai. Elle est
et elle n'est pas. C'est la notion de temps qui amène l'erreur, de temps et d'espace. Tout de même, c'était un peu fort, même pour notre cartésianisme en rupture de banc. Qu'est-ce que tu veux dire qu'une chose est et qu'elle n'est pas en même temps? Comment? Elle est et en même temps, il y a son contraire. Alors, pour nous, cela ne peut pas être à la fois oui et non. Pour le Seigneur, c'est tout le temps oui et non en même temps. C'est comme notre notion d'espace. Nous disons « je suis là », par conséquent, tu n'y es pas. Et moi, je suis là, et tu es là, et tout est là. Et Mère riait beaucoup de notre tête. Mais c'est là où tout d'un coup, quelque chose a commencé à devenir beaucoup plus sérieux. C'est comme ces pauvres morts, entre guillemets. Combien et combien de pauvres êtres humains ont été détruits par les gens qui les aimaient le plus, sous prétexte qu'ils étaient morts. On leur a donné un très mauvais temps. Détruits? Nous étions un peu estomaqués. Oui, on les a brûlés, ou bien on les a enfermés dans une boîte, sans air, sans lumière, tout à fait conscients. Et parce qu'ils ne pouvaient plus s'exprimer, on dit « ils sont morts ». On a vite fait de dire « ils sont morts », mais ils sont très conscients. Ils sont conscients. Imagine quelqu'un qui ne peut plus ni parler ni bouger. Il est mort selon les lois humaines. Il est mort, mais il est conscient. Il est conscient. Alors il voit les gens. Il y en a qui pleurent, il y en a... S'il est un peu voyant, il voit aussi ceux qui se réjouissent. Mais il se voit aussi mis dans une boîte et puis cloué là, comme ça, et enfermé. Ah, maintenant c'est fini, on va mettre de la terre dessus. Ou alors, amené au terrain de crémation, et puis le feu dans la bouche, tout à fait conscient. J'ai vécu cela ces jours derniers. Ces jours derniers, j'ai vu, parce que j'ai passé au moins 2 heures dans un monde qui est le physique subtil, où les vivants et les morts se côtoient sans sentir la différence. Cela ne fait aucune différence. Tiens, quand X était dans son corps, je la voyais peut-être 1 fois par an, la nuit. Peut-être, et ce n'est même pas sûr. Pendant des années, elle était tout à fait inexistante dans ma conscience. Depuis qu'elle est partie, je la vois presque toutes les nuits. Et elle est là comme elle était, n'est-ce pas? Mais pas tourmentée, c'est tout. Et il y avait des vivants, ce que nous appelons vivants, et ce que nous appelons morts. Mais ils étaient là, ensemble, et ils bougeaient ensemble, ils s'amusaient ensemble. Et tout cela, c'était une jolie lumière, tranquille, enfin très agréable. C'était très agréable. Je me suis dit, voilà,
Les hommes ont fait une coupure comme ça, et puis ils ont dit, maintenant, mort. C'était en 1962, juste après le premier grand tournant qui a précipité Mère hors de la trame. C'était la première fois que Mère voyait ses vivants et ses morts ensemble. La première fois, à 84 ans, après une immense vie remplie d'une expérience approfondie de tous les plans et tous les mondes possibles. Elle était sortie 1000 fois de son corps depuis l'âge de 5 ans et elle n'avait jamais vu cela avant. Elle n'avait jamais vu ce monde où les vivants et les morts sont ensemble, comme si la vie et la mort étaient du même côté. Il y a donc un lieu de la conscience où ça existe. Et le seul lieu où se situait son expérience, alors, c'est le niveau cellulaire, tout en bas de l'échelle matérielle. La conscience des cellules du corps. Au niveau cellulaire, les vivants et les morts sont ensemble. Il n'y a plus deux côtés. Il y a un seul côté. De même qu'il n'y a plus de là-bas, ici, hier, aujourd'hui. Et pourtant, c'est un monde matériel. Parce que si les cellules ne sont pas matérielles, alors qu'est-ce qui est matériel ? C'est-à-dire que notre monde physique se prolonge d'une façon tout à fait inattendue. Sa vie, sa mort ne sont pas plus des données réelles et définitives, scientifiques, pourrions-nous dire, que son espace et son temps. C'est une façon de voir et d'être provisoire qui convient à notre transit évolutif par la cage, mais qui ne correspond pas à la réalité physique définitive de l'univers. C'est la réalité de la cage. D'autres mondes, il ne manque pas de voyants et de sages et de saints à travers tous les temps et tous les climats pour les avoir vus, décrits, de l'Égypte à l'Inde, à Éleusis et à Dante. Tous les gens, un peu conscients et développés, ont vu leurs amis morts, entre guillemets, après leur mort, vus dans leur sommeil, généralement, au moment justement où cède la trame du mental physique. Et chacun a vu quelque chose qui était une sorte de traduction en langue mentale de l'expérience qu'il a eue de l'autre côté. À croire d'ailleurs qu'il y avait 36 000 autres côtés, comme si chacun prenait une échelle d'une hauteur différente pour regarder un même phénomène. Et là, au niveau cellulaire, dans ce monde que Sri Aurobindo et Mère ont tout d'abord appelé le physique subtil, puis le vrai physique, puis la vraie matière. À mesure que leurs expériences se précisaient, il semblait que tous les autres côtés possibles, tous les plans possibles, les illuminations possibles, révélations, inspirations et milliers de connaissances qui se situaient toujours là-haut, à divers étages et dans des profondeurs de sommeil différentes, étaient subitement réunis en un seul plan matériel. Il n'y avait plus à grimper,
à extérioriser, contempler, méditer, dormir, c'était là, tout cru. L'univers était un seul plan continu. La conscience cosmique était parfaitement matérielle et cellulaire. Les morts, entre guillemets, étaient parfaitement coétendus, si l'on peut dire, avec les vivants, en continuité immédiate comme tout le reste de la matière. C'est la grande révolution de Sri Aurobindo et de Mehr, leur immense découverte, la totale unité de la matière, la fusion en un de l'esprit et de la matière, et pas une fusion philosophique, une fusion expérimentale, comme on découvre un nouveau continent, ou plutôt comme on revoit avec d'autres yeux un même éternel continent. Nos prochains yeux. Les choses deviennent, je ne sais pas, concrètes. Les choses qui étaient comme cela éthérées, ce qu'on appelait le domaine de l'esprit, ça devient concret, matériel. Elles deviennent réelles. C'est singulier. Chaque fois, Mère disait la même chose. Le monde devient réel. La terre libre. Il serait absurde de croire que Mère voulait faire une nouvelle sorte de démonstration physico-spirituelle du monde. D'abord, elle ne voulait rien. Ensuite, elle aurait été bien embarrassée de dire quelle démonstration il fallait faire. Elle ne savait même pas où elle allait. Elle marchait, et puis tout d'un coup, c'était l'Orénoque ou le Canada ou l'Amérique. Tout cela sans nom, sans pointillé, sans dictionnaire. C'était un pays, beaucoup de pays, qui finissaient par faire une sorte de nouvelle terre. Est-ce qu'on démontre l'Orénoque? C'est exactement l'inverse d'un théorème de mathématiques. Pour nous, dans le mental, tout se démontre à partir d'une certaine idée. Ici, il n'y a pas d'idée. On ne sait rien. On sait au fur et à mesure. Et c'est seulement quand tout est fait qu'on peut dire « ça, c'est la carte ». Alors Euclide ou Lobachevsky pourront venir et faire toutes les théories qu'ils voudront. Tout ce que l'on peut dire, c'est que c'est un nouveau voyage sur la Terre. Une Terre qui a un peu perdu ses habitudes fossilisées d'être sagement dans l'Atlas. Elle avait donc buté tout d'un coup sur cet endroit où les vivants et les morts semblaient marcher tranquillement côte à côte comme si de rien n'était. Au fond, comme si ni les uns ni les autres n'avaient idée qu'ils étaient morts ou vivants. Un endroit où on n'a pas d'idée. Alors on n'est pas mort, évidemment, ou pas vivant. On est. Tout simplement.
Nous sommes probablement aussi fossilisés dans notre idée de la vie et de la mort, ou de la vie tout court, que le vieil atlas de M. Ptolémée. Nous avons fini d'inventer la vie, c'est nous les morts. On a fini la carte. Il n'y a plus qu'à gagner sa vie et faire des enfants pour la remplir. Mais peut-être, après tout, le monde réel, est-il moins insensé que cela? Peut-être qu'il s'invente à chaque seconde, peut-être qu'il se découvre à chaque seconde, peut-être qu'il est nouveau à chaque seconde. Nous allons peut-être entrer dans une ère du monde toujours nouveau, comme ces pulsations sans suite ni conséquence. À chaque instant, la découverte. Alors on vit toujours parce qu'on a toujours à découvrir. C'est ce que disait Mère. C'est toujours comme une nouvelle révélation et pas de la même manière. Parce qu'elle avait perdu la mémoire aussi avec tout le reste. Notre mémoire fossilisée qui se souvient férocement qu'on meurt, qu'on est malade, qu'on ne peut pas voler, peut pas traverser la rivière, peut pas... Tout est, on ne peut pas avec la mémoire. Alors on ne peut pas, naturellement. C'est la mémoire de la cage. C'est ça qui a durci, figé, opacifié notre matière. C'est le mental physique, la première mentalisation de la matière. Et c'est cela qui fait aussi je vis, ils sont morts, c'est ici, c'est là-bas. Nous avons perdu la mémoire de la liberté. Le voyage de Mère et de Sri Aurobindo, c'est peut-être le grand voyage du retour de la terre à la liberté. Quand nous aurons totalement oublié qu'on meurt, nous serons dans la vraie vie. Ou peut-être, vu de l'autre côté, quand nous saurons que seulement ça existe. Quand nous aurons uniquement une mémoire de beauté. Et en effet, ce monde physique subtil, comme il l'appelait au début, semblait tout à fait une terre libre, la même terre sans nos lois, les mêmes êtres sans la mémoire de nos lois. Mais pas des êtres en costume de vision, pas des apparitions, non, des êtres physiques, Pierre, Paul, et peut-être bien nous-mêmes, d'une autre façon. Et c'est ce qui est très curieux, prodigieusement intéressant. C'est que la perception de Mère, et celle de Sri Aurobindo aussi, a évolué. Ce n'est pas que tout d'un coup, ils ont vu le physique subtil comme l'Amérique en survol avec ses fleuves bien sages, ready-made, tout fait. Non, c'est comme si, lentement, à mesure que la trame cédait, ils voyaient de plus en plus clairement, de plus en plus physiquement, pourrions-nous dire, ce qui leur avait tout d'abord paru comme une sorte de continent lointain. Ce n'était pas un autre monde, c'était celui-ci. Celui-ci sans la trame. Ce n'était pas quelque chose qu'on voit dans le sommeil ou en sortant de son corps, c'était quelque chose qu'on voyait physiquement, les yeux ouverts, comme un même monde à l'intérieur de notre croûte. Un monde physique dans le monde physique. Et après avoir dit physique subtile,
Sri Aurobindo et Mère ont fini par dire le vrai physique, puis vraie matière. C'était là, derrière ce voile d'irréalité. C'était le monde réel, la terre au réel, sans la trame. Et inopinément, un jour récent, nous sommes tombés sur un texte de Sri Aurobindo qui nous a paru extrêmement révélateur. Pourtant, un texte ancien, des années 20, et il aurait probablement été plus précis 30 ans après, mais il a choisi de ne rien dire. Le royaume matériel ne peut plus rester très longtemps notre seul monde d'expériences séparées, car les partitions qui le séparent des mondes psychiques et autres sont en train de s'amincir. Des voix et des présences commencent à passer au travers et à révéler leur impact sur le monde. Nous comprenons bien maintenant pourquoi Sri Aurobindo disait qu'il n'y avait pas besoin d'expliquer le supramental. Il s'expliquera de lui-même. L'écran est en train de s'amincir. Et peut-être que Mère et Sri Aurobindo, en traversant l'écran dans leur corps même, leur corps de matière terrestre opaque, ont-ils préparé la déchirure du voile dans le corps de la terre même? Un jour, nous verrons. Et ce ne sont pas des mondes mystérieux et psychiques que nous verrons. C'est la terre même, telle qu'elle est. Mais elle est peut-être bien psychique aussi. C'est la terre supramentale. Et nous comprenons bien aussi pourquoi Sri Aurobindo l'appelait supramentale. C'est une terre où les lois du mental ne jouent plus. Une terre sans la cage mentale. Une terre où on n'a pas idée d'être mort, entre guillemets. On est vivant, tout simplement, mais vraiment vivant. Pas comme les fantômes aux plaques noires qui s'effacent dans une grisaille irréelle, pas les tubes digestifs dotés d'une intelligence fonctionnelle et parfaitement adaptés à la mort, ceux qui ont envahi la terre, les derniers Mongols. Ceux-là n'ont pas besoin de mourir, ils sont déjà morts, inexistants. Peut-être que tout d'un coup, ce sont ceux-là, les super philistins économiques, qui vont s'effacer derrière un voile d'irréalité. Il ne restera plus que le vrai monde. Les autres, dans un rêve, un renversement de situation. Ce sont eux qui passeront de l'autre côté. C'est peut-être cela le fameux jugement dernier. Non pas la résurrection des morts, mais l'effacement des vraiment morts, le déchirement de l'illusion. Les sidérés en mourront peut-être pour de bon. Que les autres se préparent. Une terre qui retrouve la mémoire de la liberté. La matière consciente. Qu'est-ce que c'est vraiment ce physique subtil? Comment y va-t-on? Quel est le moyen de communication? Quelles sont ses lois ou ses non-lois? Si souvent nous avons posé ces questions amères, qu'est-ce qu'il faut faire pour aller là?
Je ne sais pas, nous répondit-elle au début. En fait, j'y ai plutôt suivi Sri Aurobindo. Et elle avait mis 9 ans, 1959, pour retrouver la demeure de Sri Aurobindo. Cela nous a toujours paru incroyable. Mais peut-être cherchons-nous très loin ce qui est tout proche là. Et à mesure que la trame lâchait ou que le voile s'usait, non seulement elle retrouvera Sri Aurobindo constamment, mais c'est comme si cet autre côté passait ici, comme s'il n'y avait plus de passage de l'un à l'autre, comme si cela faisait partie de la matière au même titre que le reste, et peut-être à plus de titres. Ce n'était pas du tout différent du visage de tel disciple qui s'estompait subitement ou s'éclairait, existait selon son état de conscience, pas différent de tel flacon ou tel objet très matériel qui soudainement semblait s'éclairer du dedans, vivre de sa vie propre non pas par la lumière réfléchie, mais par la vraie lumière qu'il contient. Ceux qui étaient soi-disant de l'autre côté vivaient conjointement, pourrait-on dire, de la même manière que ses disciples ou ses flacons. Mais ce qui est faux n'avait pas d'existence là, ne vivait pas là. Les disciples fantômes étaient parfaitement morts de ce côté-ci, derrière un voile d'irréalité, et d'autres soi-disant fantômes de l'autre monde vivaient parfaitement de ce côté-ci. Ce qui faisait la différence de côté, ce n'était pas la vie ou la mort, c'était la conscience ou l'inconscience. On pourrait dire que le physique subtil, c'est le monde de la matière consciente et finalement le monde de la vraie matière, celle qui existe vraiment, celle où les tubes digestifs n'ont pas lieu, celle où les menteurs n'ont pas lieu. Tous les petits faussaires de la conscience partis, irréalisés. Mais nous sommes parfaitement dans ce monde physique subtil. Nous y sommes déjà. Tout ce qui est conscient en nous y vit constamment et en complète continuité avec tout le reste de la matière consciente. Ici ou là-bas, au Spitzberg ou à côté, seulement pour nous, il existe encore un voile d'inconscience, encore une trame corporelle qui ne cède guère que dans le sommeil et qui fait que nous ne communiquons que dans certains états privilégiés. Alors nous avons des inspirations, des visions, des messages, toutes sortes de choses plus ou moins déformées et fumeuses, ou quelquefois étonnamment vivantes. Plus vivantes même que les choses soi-disant matérielles, comme si on avait cueilli là les plus vifs souvenirs de sa vie. Mais au passage de la trame, il y a quelque chose qui change, qui se dénature. Ce n'est plus qu'une traduction dans la cage. On dit « c'est un rêve ». Et pour Mère, c'est comme si l'état de rêve n'était plus. Elle ne pouvait plus avoir de rêve. Elle ne pouvait voir que ce qui était vraiment là. Et ce n'était plus une traduction. C'était direct et immédiat, une vision tactile. Tout d'un coup, je suis ça. Au même titre qu'elle était ça dans le disciple devant elle ou dans le flacon de la salle de bain. C'était exactement pareil, le même monde,
L'un n'était pas plus réel ou pas plus flou que l'autre. Elle n'avait plus de vision, ça existait ou ça n'existait pas, c'est tout. Alors, où est l'autre côté? Où est la mort, vraiment? De plus en plus, l'impression que c'est notre tête et notre façon de voir qui font des limites tranchées comme cela, mais ce n'est pas cela, c'est tout mélangé, c'est tout quelque chose qui bouge. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment cela va se traduire? Je ne sais pas. C'est contraire à toutes les habitudes. C'est assurément une autre manière d'être. Mais c'est une manière d'être physique, puisque Mère était parfaitement dans son corps et vaquait ici et là au milieu de toutes sortes de petits échantillons plus ou moins réels ou fantomatiques, mais tout de même parfaitement matériels. C'est la manière d'être sans la trame. C'est le monde sans coupure mentale, c'est le monde tel qu'il est. Et ce qui est infiniment intéressant, ce que nous oublions toujours, c'est que cette perception du monde tel qu'il est, des prétendus morts et des vraiment vivants et du Spitzberg à côté, ce n'est pas du tout une perception de voyante, entre guillemets, c'est la perception du corps. C'est le corps qui voit ça, la conscience cellulaire, pas la conscience mentale ou psychique. On ne peut même pas dire qu'il voit, il vit, il est, il touche. C'est une perception matérielle. Le corps ne comprend rien à nos histoires de vision et de voyante et à tout notre mélodrame mental. Il ne comprend rien à nos paradis et à nos enfers qui sont des fabrications mentales. Il ne comprend rien aux dieux et aux damnations. Pour lui, c'est ou ce n'est pas, comme un bébé. Mais un bébé cosmique. C'est peut-être ça, le divin. Ce n'est pas compliqué du tout. N'importe quel âne de corps comprend ça. Mais ce n'est pas un âne, ce sont toutes les âneries qu'on met dessus. Nous sommes bourrés d'âneries savantes qui nous bouchent le naturel du monde, le grand naturel, sans coupure. Au fond, la conscience, c'est de percevoir ce qui est vraiment là. Le corps, les cellules du corps, perçoivent ce qui est vraiment là. Pour elles, sans aucun doute, matière égale conscience. Les bébés sont infiniment plus conscients de l'état de conscience des gens que de leur mine, bonne ou mauvaise. La cravate ça ne veut pas dire grand-chose, même quand elle sort de chez Dior. Et il y a un tas de choses qui ne veulent pas dire grand-chose pour eux, et un tas d'autres que nous ne palpons pas, mais qui sont infiniment palpables pour eux. Alors, où est le concret? Où est le matériel? Le mensonge fossilisé ou le reste? Il n'y a pas de différence de la vie à la mort, du matériel au non matériel, de ce côté-ci à l'autre. Il y a une différence de la conscience à la non-conscience. On peut être médicalement mort de ce côté-ci et on est parfaitement vivant de l'autre côté. Et ce qui n'est pas vivant ici n'est vivant de nul côté.
parce que la conscience, c'est le seul côté du monde. Il n'y a qu'une seule matière, divisée par un voile d'inconscience. Ce que nous appelons matière est une apparence fossilisée dans notre cage. On sort de la cage et la même matière s'éclaire différemment. Une pierre est réelle, un arbre est réel. Ils ont la vibration de leur conscience. Un policier en chaussures de cuir a seulement la vibration de son tube digestif. On a la vibration de ce qu'on est. La fausseté du règne mental, c'est qu'à la différence du règne végétal, minéral et animal, nous avons inventé ce qui n'est pas. Des faussaires de l'existence, pourrait-on dire, des tubes digestifs doués de discours. Pour la vision du corps, sa vision enfantine, le monde matériel vrai, ce même monde est fluide, vibrant, sans barrière, sans division, sans vie, sans mort. Le degré de réalité est dans le degré de conscience, le degré de vie est dans le degré de conscience. Un monde qui nous semble décidément très sensé. C'est le prochain monde, le monde de la matière consciente. Il faut apprendre les lois du prochain monde. Un monde plus complet. L'expérience de mère s'est très progressivement précisée à travers les années, avec une espèce d'évidence qui devenait de plus en plus palpable à mesure que la trame s'évanouissait. C'est comme si, lentement, ce qui semblait de part et d'autre, comme deux mondes très proches mais tout de même séparés, se fondait en un seul monde qui était notre monde matériel complet. Ce mot de mort est tellement absurde. C'est simplement comme quand on passe d'une chambre dans une autre, disait-elle au début. On fait un pas comme cela, comme pour franchir un seuil, et puis on est de l'autre côté, et puis on revient. Je t'ai raconté l'expérience que j'ai eue le jour où je me suis retrouvé dans la maison de Sri Aurobindo, dans le physique subtil. Eh bien, c'est comme si j'avais fait un pas et je suis entré dans un monde beaucoup plus concret que le monde physique. Plus concret parce que les choses contiennent plus de vérité. Là, j'ai passé un bon moment avec Sri Aurobindo. Puis quand ça a été fini, j'ai fait un autre pas et je me suis retrouvé ici, un peu abruti. J'ai mis pas mal de temps à m'y reconnaître parce que c'était ce monde-ci qui me semblait irréel, pas l'autre. Puis le passage s'amincit avec les années. Il n'y a plus besoin de faire un pas d'un côté à l'autre, mais encore ce sont comme deux états un peu différents. Maintenant, les visions sont si concrètes qu'elles sont presque matérielles. Ce ne sont pas des visions, n'est-ce pas? C'est de la vie pendant un temps. C'est certainement dans un domaine où je ne voyais pas avant. Très concret, précis. Et le passage entre cet état-là et l'état de veille est presque imperceptible.
Ce n'est pas un renversement de conscience comme c'est d'habitude, c'est comme mélangé. Mais le décor n'est pas le même. C'est un décor très familier. Je n'ai pas l'impression d'être dans un endroit nouveau. C'est un endroit où je suis, sinon tout le temps, du moins quotidiennement, et où il y a des habitudes, C'est très curieux. Il semblerait qu'il y ait comme cela toute une vie, toute une activité qui se déroule et qui est toute proche, qui doit être dans le physique subtil, mais tout proche, très très concret, pas du tout l'impression de rêve, et une continuité. Ça continue même quand je n'en suis pas consciente, et quand je prends conscience, il y a la continuation. Ça a changé pendant mon absence. Ça a l'air d'un domaine matériel, c'est-à-dire physique, où la conscience est plus éveillée. La conscience est très claire et aiguë, n'est-ce pas? Perceptions aiguës. C'est comme une doublure, mais qui serait plus consciente. C'est le monde de la matière consciente. Et les frontières s'effacent lentement. J'étais avec Sri Aurobindo, mais un Sri Aurobindo tout joyeux, plein d'animation et un petit peu plus matériel que ce que je vois d'habitude. Et nous avons passé des heures ensemble à travailler, à voir des choses, voir des gens, faire du travail. Mais alors, ce qui était curieux, ce qui était particulier, c'était que cela ne dépendait pas de ce que mon corps dorme. Il ne dormait pas. Il était absolument tranquille. Mais j'ai été obligé, au milieu, de me lever. Et en me levant, cette conscience et cette activité n'ont pas cessé. Et c'était la conscience ordinaire, c'est-à-dire la perception des choses ordinaires, de la chambre, etc., qui était un peu moins précise. C'était comme retourner, tu comprends? Et c'est resté longtemps, même dans la matinée, jusqu'au moment où j'ai été obligé de voir des gens faire des choses. C'était très particulier. C'est la première fois que c'est arrivé comme cela. C'est-à-dire que cette conscience un peu intérieure était plus concrète que la conscience ordinaire. Ce qui est drôle, c'est que ces choses ordinaires, ce n'est pas qu'elles s'estompent et qu'elles s'effacent, elles deviennent comme du papier ou de l'écorce ou quelque chose de sec et mince et sans réalité véritable, simplement comme une apparence mince. Et l'expérience se multiplie, s'accentue. Les vivants et les morts, entre guillemets, semblent se mouvoir de plus en plus dans un même monde. Il y a un phénomène qui s'est précisé. Je suis allé dans des endroits où il y avait beaucoup de monde et mélangé, c'est-à-dire des soi-disant vivants et des soi-disant morts ensemble. Et tout à fait ensemble, et habitués à être ensemble, et trouvant cela tout naturel. Mais une foule de gens, c'est un endroit du physique subtil
où ceux qui ont un corps et ceux qui n'ont plus de corps sont mélangés sans que cela fasse aucune différence. Ils ont la même réalité, la même densité et la même existence consciente, indépendante. Et il y a une similitude extraordinaire avec la vie matérielle, excepté que l'on sent que les gens sont plus libres de mouvement. Mais cela, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, le sommeil n'est plus du tout du sommeil. Je ne sais plus, c'est une espèce de retrait, c'est-à-dire que je rentre au-dedans, et alors je suis active, et c'est dans le même état où se trouvent ces gens-là, les soi-disant morts. Et parmi eux, il y en a qui sont avec des gens ayant encore un corps. Et alors je suis là aussi, et dans le même genre d'état. Mais ce qui est étrange, c'est que quand je me, soi-disant, réveille et que je me lève, je continue quelque chose qui n'est pas physique. Tu comprends? L'état de là-bas continue. Et c'est aussi réel, aussi tangible que les choses physiques. Et je m'aperçois au bout d'une demi-heure que j'ai bougé ici et fait tout cela entièrement dans cette conscience. Qu'est-ce que c'est que cette conscience? C'est une conscience très claire, très harmonieuse, où il n'y a pas de difficulté et très créative. Je ne sais pas ce que c'est. Ce matin, littéralement, pendant une demi-heure, j'étais là, je ne le savais pas. Et c'est après cela que je me suis dit, mais est-ce que c'est physiquement comme cela? Il y avait quelqu'un. J'étais avec quelqu'un et je me suis demandé, est-ce que cette personne est comme cela physiquement? Est-ce que c'est physique? Et j'étais debout. Alors, c'est comme si les deux mondes étaient... Mère passe les doigts de sa main droite entre les doigts de sa main gauche, mélangés. Étrange. Le physique paraît moins impératif. Avant, on avait l'impression que, oui, ce n'était pas un rêve, comme les gens disent, mais que c'était une conscience plus subtile et moins précise, et que la conscience physique était tout à fait concrète et précise. Maintenant, cette distinction, l'autre est devenue presque plus concrète et réelle que la conscience physique. La conscience purement matérielle est plus flottante. C'est curieux. Mais comment se fait le passage d'un état à l'autre ou d'une perception à l'autre, demandions-nous à Mère. Qu'est-ce qui fait la différence? Je ne sais pas quelle comparaison donner, répondait-elle. Mais je suis sûre qu'il y a des choses qui, comme cela, Mère tourne sa main dans un sens, sont invisibles et qui, comme cela, dans l'autre sens, sont visibles. J'ai l'impression que ce qui nous paraît une différence considérable entre le tangible, le matériel et l'invisible ou le fluide, c'est seulement un changement de position. Parce qu'il m'est arrivé, je ne sais combien de fois, des centaines de fois, comme ça, dans un sens, tout est ce qu'on appelle naturel, comme on a l'habitude de le voir, et puis tout d'un coup, comme ça, dans l'autre sens, ça change de nature. Et il ne s'est rien produit, excepté quelque chose dedans, quelque chose dans la conscience, un changement de position.
Un changement de position, ce n'est pas plus tangible que cela. C'est cela qui est si merveilleux. Tiens, l'autre jour, j'ai encore trouvé une phrase de Sri Aurobindo. Maintenant, tout est différent et pourtant tout est resté le même. J'ai lu cela, je me suis dit, c'est cela que ça veut dire. C'est vrai. Et maintenant, tout est différent et pourtant, tout est resté le même. L'explication la plus approximative, c'est un déplacement, entre guillemets. Un déplacement, l'angle de perception qui est différent. Et ce n'est pas ce que l'on serait tenté de penser, une intériorisation et une extériorisation, ce n'est pas du tout cela, pas du tout. Mère, ne fermez pas les yeux pour voir ou n'entrez pas en contemplation. C'est un angle de perception qui change. On est dans un certain angle, puis on est dans un autre. J'ai vu des petits objets comme cela pour amuser les enfants. Quand ces objets sont dans une certaine position, ils ont l'air compacts et durs et noirs. Puis on les tourne dans un autre sens et ils sont clairs, lumineux, transparents. C'est quelque chose comme cela. Mais c'est une approximation. Et c'est un même milieu qu'on regarde. Ce ne sont pas deux milieux ou deux plans différents. Je vois toutes sortes de choses matériellement, mais qui ne sont pas visibles pour les autres. Mais c'est matériellement un drôle d'état. Et alors pour la vue, par exemple, quelquefois, je vois plus clair avec les yeux fermés qu'avec les yeux ouverts. Et c'est la même vision. C'est la vision physique, purement physique, mais un physique qui paraît plus complet. Je ne sais pas comment dire. Au fond, comme si le corps voyait pour la première fois le monde sans les lunettes mentales. Un monde plus complet. Un drôle d'état. Peut-être le passage de l'état chenille à l'état papillon, de la matière obscure à la matière consciente telle qu'elle est, totale, sans division. Et maintenant, les paroles de Mère nous reviennent avec une autre profondeur. La vie et la mort, c'est la même chose, c'est simultanément. Seulement la conscience qui fait comme ça et fait comme ça. Et Mère passait les doigts de la main droite entre les doigts de la main gauche. Les deux mondes dans un même nid, disent les rishis. La fin de la cage. Et la mort n'avait plus de sens. Je suis en train d'apprendre beaucoup de choses sur cette transition qu'on appelle la mort. Cela commence à devenir de plus en plus mince et de plus en plus irréel. Mais c'est formidable. La donnée la plus puissante, douloureusement puissante de l'univers
qui est en train de changer. Parce que cela se traduit pratiquement, n'est-ce pas? Ce n'est pas uniquement simplement un petit voyage supplémentaire que des voyantes pas assez malines ne s'étaient jamais payées. Nous nous moquons tout à fait des visions. Tous les dieux de l'univers peuvent venir faire leur sarabande sur la terre, que cela ne nous émeut pas une seconde, nous ne prendrons pas le métro pour aller les voir. Et d'abord, qu'ils restent dans leur monde où ils sont si bien, tandis que nous nous débattons avec la mort. Mais que cette mort puisse changer, que cet univers, figé dans sa désespérante géographie de plus en plus encombrée, puisse s'éclaircir, que la douleur puisse disparaître, que la beauté puisse être, que le vrai puisse marcher dans sa vérité et le faux s'évanouir comme un fantôme. Ça peut, c'est possible, c'est là, juste de l'autre côté de la trame, c'est seulement une trame à enlever et tout est pareil et tout est changé. On ne sort pas de la matière. On ne fiche pas le camp au paradis. On sort seulement du mensonge et de la douleur. Alors notre cœur commençait à battre. Avec Mère, nous vivions un prodigieux espoir. Nous étions comme penchés sur cette terre douloureuse, aimable, si aimable et si fausse, faussée en même temps. On sentait que pour la première fois sur la terre, un souffle passait. Et comme nous étions pendus à ce souffle, comme nous écoutions battre ce grand espoir du monde, comme nous écoutions balbutier ces étranges paroles et regardions ce petit corps si frêle, comme sur une crête entre deux précipices. Pour la première fois, quelque chose traversait la trame dans un corps. Et si ça pouvait passer dans un corps, ça pouvait passer dans le corps de la terre. C'était ça l'enjeu. Tandis que les petits échantillons regardaient Mère se désintégrer, devenir aveugles, devenir sourdes, perdre la mémoire, oublier le temps, oublier les lois du mensonge. Mais allait-elle faire passer cette autre loi ici? Autrefois, demandions-nous, tu allais souvent en transe. Note de bas de page, transe en langage yogique veut dire sortir de son corps. Dans les autres mondes. Mais maintenant, quel est cet état dans lequel tu sembles absorbé comme Sri Aurobindo dans son fauteuil? Tout à fait différent. Ce n'est pas une transe, insistions-nous. Non, non, c'est un autre genre de conscience. C'est tellement différent que l'on se demande. Je me demande parfois comment c'est possible. Il y a des fois où c'est tellement nouveau et inattendu, c'est presque douloureux. C'est-à-dire que tu ne sors pas de la matière vraiment. Non, non. C'est un nouvel état dans la matière. Oui, oui, c'est cela. Et alors, régi par quelque chose qui n'est pas le soleil, je ne sais pas quoi. Probablement la conscience supramentale.
Je me demande parfois comment c'est possible. Elle était à la frontière, là, juste précairement, entre la vie et la mort, la chenille et le papillon, ensemble. Elle cherchait à faire la mue dans le corps de la terre. Près d'elle, nous regardions la mort lentement s'irréaliser, changer de sens si totalement qu'il n'y avait plus de mots pour la mort ni pour la vie. C'était tout autre chose, un autre monde, une autre terre, et pourtant notre terre. Vraiment une troisième position ou un troisième état dans la matière, un état sans mort. Avec Mère, nous regardions lentement grandir ce merveilleux espoir, cette possibilité d'une vie sans rupture. Je cherchais l'illusion qu'il faut détruire pour que la vie physique puisse être continue, disait-elle. Une vie où l'on peut continuer de grandir, se développer, s'élargir, croître en beauté et en connaissance sans avoir besoin de cette brutale rupture, ce douloureux recommencement dans l'oubli général au milieu d'un monde qui ne se souvient plus de rien, sauf du pain à gagner et de la retraite avec quelques envolées de bibliothèque. Nous écoutions avec elle la légende de la vraie terre qui commence. En poussant, je suis arrivé à cette conclusion qu'il n'y a rien qui soit vraiment la mort. Il n'y a qu'une apparence, et une apparence qui se fonde sur une vue limitée. Mais il n'y a pas de changement radical dans la vibration de la conscience. L'importance donnée à la différence d'état est une importance seulement superficielle et basée sur l'importance du phénomène en lui-même. Celui qui serait capable de garder un moyen de communication pourrait dire que, pour lui-même, cela ne fait pas une différence considérable. Mais cela, c'est quelque chose qui est en train de s'élaborer. Il reste encore des endroits imprécis et il y a des détails d'expérience qui manquent. Et nous arrêtions Mère. Nous avions tellement peur de perdre cette terre. Nous y tenions tellement à notre terre maudite et délicieuse. Tu dis qu'il n'y a pas de différence. Mais est-ce que, quand on est de l'autre côté, on continue d'avoir la perception du monde physique? Oui, c'est cela. La perception des êtres, nous voulions dire les forêts, les fleurs, la mer avec ses mouettes. Oui, seulement, au lieu d'avoir une perception, on sort d'une espèce d'état illusoire et d'une perception qui est une perception d'apparence. Mais on a une perception, pas absolument identique, mais avec une efficacité quelquefois plus grande en elle-même. Mais ce n'est pas perçu véritablement par l'autre côté. C'est l'autre côté qui est bouché, notre côté.
Et finalement, nous commencions à comprendre que la différence n'était nullement dans le physique, ni dans un soi-disant changement du monde. Nous restions parfaitement sur Terre. Mais c'est l'illusion humaine de l'homme dans sa cage qui tombait. Les fleurs, les plantes, les mouettes n'étaient pas dans la cage. On pouvait même les percevoir d'une façon plus complète, plus efficace. Ce sont nos yeux qui sont en cage. Ce sont nos oreilles qui sont bouchées. Ce sont nos membres qui sont attachés, hypnotisés par le mental physique. Et c'est ce mensonge-là qui tombe. C'est la vie dépouillée de son apparence mensongère. La vie de la prochaine espèce. Et c'est dans cette vie-là, qui est soi-disant la vie de l'autre côté, que Mère, ou plutôt la conscience cellulaire de Mère, se promenait. Parfaitement de ce côté, les yeux grands ouverts, debout. Les choses ici sont toujours vécues d'un tas de vêtements. Ce n'est jamais la chose exacte, et là, c'est la chose exacte. Et alors, je vais en Amérique, je vais en Europe, je vais tout le temps. Je vais dans des endroits dans l'Inde. Et tout cela, du travail, du travail, du travail. Et si vivant. C'est très intéressant, tu sais. La vie dépouillée de son apparence mensongère. N'est-ce pas? Les hommes ont tellement l'habitude de tout travestir. Tout cela est parti. Là, c'est parti. Et c'est l'activité du corps. C'est intéressant. C'est la vie intérieure du corps. C'est le corps, c'est la conscience du corps qui découvre le secret de la terre. La matière qui découvre le secret de la matière. L'autre côté est ici. C'est nous qui sommes à côté de tout. Mais quelles sont les lois là? À quoi ça ressemble? Insistions-nous. C'est très analogue au monde matériel, seulement il ne paraît pas avoir les mêmes lois de gravitation, parce qu'on peut se déplacer comme cela, par la volonté. On n'est pas obligé de marcher ni de... La conscience et la volonté ont un pouvoir plus grand que dans ce physique matériel. C'est-à-dire que c'est notre monde, sans les lois de la cage mentale. La rivière se traverse toute seule, comme Madame David-Neal par mégarde, lorsqu'elle avait oublié l'existence de la rivière et les lois mentales qui gouvernent les rivières et la pesanteur. Un monde où on a oublié les lois mentales. Une terre sans les lois du mental, déshypnotisée. La vraie terre, enfin libre. La vraie matière, enfin légère. La seule loi de la conscience, la seule densité de la conscience, les seuls corps existants, les corps conscients. La fin des fantômes. À la frontière cellulaire, le corps désenvoûté, sorti de l'enveloppement du mental physique, oublie la lourdeur, l'épaisseur, l'impuissance, la séparation, les distances, le passé, l'avenir. Il oublie la mort. Il oublie les lois de la mort.
et on reste dans la matière. On est autrement dans la matière. C'est le début de la légende de la vraie terre. La mort, c'était le douloureux transit évolutif dans la cage pour apprendre à exister en tant qu'individu. Mais quand l'individu conscient est fait, la cage se brise. Et on reste parfaitement dans la matière, la vraie matière, le monde physique tel qu'il est. J'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus simples et beaucoup moins dramatiques que la pensée humaine l'imagine. C'est très curieux. J'ai de plus en plus l'impression de quelque chose qui n'a pas de mystère et que c'est notre façon de penser et de sentir qui met tout le mystère et tout le dramatique, et puis il n'y en a pas. En somme, nous pouvons dire qu'à travers l'évolution, nous avons lentement grandi de l'inconscience de la réalité de la Terre à la conscience de la réalité de la Terre, de l'Amazonie obscure et inconnue à l'Amazonie claire et dévoilée. Cette conscience de la réalité de la Terre est le dernier stade de l'évolution, ou le premier stade, peut-être, d'une évolution nouvelle. Le stade de la terre vraie, de l'Amazonie telle qu'elle est, du monde physique tel qu'il est, le stade de la matière consciente, ce qu'elle a toujours été et dont nous nous apercevons peu à peu. L'évolution, c'est de s'apercevoir de ce qui est vraiment là. Pour arriver là, nous avons dû mettre différents manteaux, des carapaces, des peines sur nos épaules. Peu à peu, le voile s'est aminci. Nous arrivons au moment où le voile va tomber. Seuls les vivants resteront vraiment vivants. Les autres seront rongés par leur propre irréalité. Il n'y a rien de plus mortel que la mort. Et la pure mémoire de beauté resplendit qui nous faisait tâtonner à sa recherche. La vraie terre.